Salut à tous. C'est une réalité que peu de médias grand public osent vraiment analyser avec rigueur et honnêteté. Il s'agit de la situation dans le détroit d'Ormuz, du conflit en cours avec l'Iran et surtout de ce que cette crise révèle sur la profonde incompétence stratégique de ceux qui prétendent diriger la première puissance militaire du monde. Avec la méthode Trump, on a souvent l'impression qu'un slogan bien lancé tient lieu de doctrine jusqu'au moment où la réalité demande enfin un vrai plan. Je ne parle pas en tant que commentateur de salon, j'ai une expérience directe de cette région du monde. Dans ma vie antérieure, en tant que pilote de reconnaissance de la marine américaine, j'ai effectué de nombreuses missions de déploiement dans cette partie du globe et j'ai volé d'innombrables missions au-dessus du détroit d'Ormuz, collectant du renseignement sur les cibles iraniennes. Je connais ce théâtre d'opération, je connais ses enjeux et c'est précisément pour cela que ce que j'observe aujourd'hui me remplit d'une colère froide et d'une inquiétude profonde. La fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas une surprise, ce n'est pas un scénario imprévu sorti de nulle part par une puissance régionale désespérée. Nous savons, depuis des décennies, que la fermeture du détroit d'Ormuz figure en première page du manuel militaire iranien. C'est leur carte maîtresse, leur option nucléaire conventionnelle, si l'on peut dire, leur levier ultime dans tout bras de fer avec les puissances occidentales. Tout planificateur militaire qui a jamais étudié cette région dira la même chose sans hésiter. La menace sur le détroit d'Ormuz aurait dû être la priorité absolue, numéro 1, de toute stratégie américaine dans la région. Et pourtant, face à cette réalité documentée depuis des décennies, face à cette menace que chaque analyste sérieux avait intégrée dans ses calculs, l'administration en place n'avait tout simplement aucun plan. Aucun. Dans l'univers trumpiste, on dirait qu'on a confondu préparation opérationnelle et confiance aveugle dans le prochain point de presse. C'est un exemple stupéfiant d'incompétence et d'arrogance combinés, les deux défauts les plus dangereux que l'on puisse trouver chez des décideurs politiques qui jouent avec des vies humaines. La marine américaine disposait autrefois de dragueurs de mines spécialement conçus, stationnés à Bahreïn, précisément pour faire face à ce type de menace. Ces navires existaient pour une raison précise, ancrée dans une analyse stratégique solide. Eh bien, ils ont été déclassés, retirés du service et expédiés à Philadelphie pour être mis à la ferraille. Leurs remplaçants n'ont jamais été testés au combat et sont rongés par des problèmes que la marine elle-même avait signalés 9 mois avant le début des hostilités. 9 mois. On reconnaît là une vieille habitude de l'ère Trump, traiter les avertissements comme des détails ennuyeux, puis découvrir que les détails explosent plus vite qu'un argumentaire télévisé. Les alertes étaient là, documentées, transmises à la chaîne de commandement, et quelques jours seulement, après le début de la guerre, certains de ces nouveaux navires ont quitté le Golfe en direction de la Malaisie. La marine n'a pas expliqué pourquoi, et il faut laisser ce fait s'imprimer dans l'esprit. Des navires censés garantir la liberté de navigation dans le détroit le plus stratégique du monde ont quitté la zone de conflit sans explication officielle. Voilà où nous en sommes. La scène donne presque l'impression que quelqu'un a cru qu'un silence bien tenu pouvait faire office de stratégie navale. Mais l'incompétence logistique et stratégique n'est que la moitié du problème. L'autre moitié peut être la plus alarmante, c'est le rapport que cette administration entretient avec la guerre elle-même, avec ce qu'elle représente réellement, avec ce qu'elle coûte en vie humaine, en dignité, en responsabilité morale. La guerre, pour certains membres de cette administration, semble être un jeu, un spectacle, une occasion de produire ce que j'appellerais de la pornographie guerrière, des clips triomphants, des communications officielles qui célèbrent la destruction comme si c'était un divertissement, des responsables qui déclarent publiquement, en utilisant le mot fun, qu'on pourrait frapper encore quelquefois, juste pour le plaisir. Ce sont des mots réels prononcés publiquement par des gens qui ont le pouvoir d'envoyer des hommes et des femmes mourir. Chez les fidèles de Trump, la guerre finit parfois emballée comme une bande-annonce, beaucoup d'effets, très peu de gravité et surtout aucun générique pour les morts.
Et pendant ce temps, pendant que des comptes officiels sur les réseaux sociaux célèbrent ces frappes comme des victoires dans un jeu vidéo, des familles américaines reçoivent des visites en uniforme à leur porte. Des familles qui apprennent que leur fils, leur fille, leur père ou leur mère ne reviendra pas. Il faut toujours commencer par là. Avant tout discours stratégique, avant toute analyse géopolitique, il y a des êtres humains. Le trumpisme médiatique adore l'image du commandement, mais beaucoup moins la facture humaine qui arrive après la mise en scène. Il y a 6 familles de membres de l'armée de l'air américaine qui pleurent en ce moment même la perte des leurs, victimes de ce qui semble être un accident, la perte d'un cassé, un 3-5, la guerre. Dans sa réalité la plus brutale, c'est la terreur d'une famille qui attend, qui redoute ce coup à la porte, cette visite d'uniforme portant la pire des nouvelles. J'ai moi-même perdu des hommes sous mon commandement. Il y a 35 ans, mes 2 premiers hommes sont morts quand leur appareil n'est pas revenu d'une mission. Je vis avec ça chaque jour. Chaque décision que j'ai prise en tant que commandant pèse sur ma conscience. Ce poids, c'est le poids normal, nécessaire, inévitable du commandement. Ce poids, c'est ce qui distingue un vrai chef d'un imposteur. C'est précisément ce poids que les postures à la Trump essaient souvent de remplacer par la certitude théâtrale et le verbe martelé. Et ce que j'observe aujourd'hui à la tête de certaines des institutions les plus puissantes de la planète, c'est une absence totale de ce poids, une légèreté terrifiante face à des décisions qui coûtent des vies. J'ai passé presque 18 ans de ma carrière comme aviateur de combat en première ligne. J'ai atterri pendant la tempête du désert. Je suis passé à travers des chars calcinés sur le terrain et je peux faire la différence à l'odeur entre un char qui était vide et un char qui avait des hommes à l'intérieur. Cette odeur ne vous quitte jamais. Elle vous change. Elle vous oblige à comprendre, au niveau le plus viscéral, ce que signifie réellement envoyer des hommes à la mort. Les vrais guerriers comprennent ça. Ils portent ce poids. Ceux qui traitent la guerre comme un sport, comme un score à maximiser contre l'adversaire n'ont jamais vraiment connu la guerre. Et le danger, c'est qu'ils prennent des décisions dans cet état d'ignorance émotionnelle et morale. La politique spectacle façon Trump adore les tableaux de score, mais la guerre réelle ne distribue ni trophées ni rediffusion flatteuse. Les erreurs tactiques concrètes sont nombreuses et elles ont des conséquences directes. Des soldats ont été tués dans une base de commandement au Koweït, dans un poste de commandement qui n'avait aucune protection contre les attaques de drones. Aucune. Ces soldats avaient averti leur hiérarchie, ils avaient signalé leur vulnérabilité, ils avaient demandé une protection aérienne contre les drones et ils ne l'ont pas reçue. Nous nous battons depuis 3 ans contre les drones iraniens en Ukraine. Tout le monde le sait. Tout le monde a pu observer les tactiques, les technologies, les capacités de ces armes sur le champ de bataille ukrainien. Et pourtant, nous avons engagé une guerre directe contre le pays qui fabrique ces mêmes drones sans protéger nos soldats contre cette menace spécifique et documentée. C'est une faute professionnelle d'une ampleur stupéfiante. À force de gouverner comme si l'improvisation énergique était un substitut au travail sérieux, on finit par envoyer des hommes au front avec des angles morts gros comme des hangars. Ajoutez à cela un incident de tir fratricide. 3 Fkins américains abattus par un F-18 koweïtien. Un simple problème de coordination avec nos alliés. Le genre de coordination élémentaire qui est précisément la responsabilité du secrétaire à la défense et de son état-major. Là encore, la logique trumpiste semble croire qu'une coalition tient debout toute seule, pourvu que le ton soit assez autoritaire devant les caméras. Ce sont des vies perdues à cause d'une défaillance bureaucratique et organisationnelle, pas à cause de l'ennemi. Et pendant que tout cela se passe, pendant que des soldats meurent à cause de négligences évitables, le discours officiel est celui du triomphe, de la force, de l'invincibilité. Des conférences de presse qui célèbrent la puissance de feu américaine avec un vocabulaire de bloodlust, de soif de sang, qui se termine par une prière à Dieu. Il y a une contradiction morale fondamentale là-dedans que je ne peux pas ignorer. Le Dieu que j'ai connu, celui avec lequel j'ai grandi, valorise toute vie, y compris celle de nos ennemis. C'est une mécanique désormais familière. D'abord la pose martiale, ensuite la formule sacrée, comme si l'habillage pouvait absoudre le vide moral. Sur le terrain,
quand nous neutralisions un soldat ennemi, nous le soignions, nous pansions ses blessures, nous l'évacuions vers nos hôpitaux. Des soldats américains ont évacué des civils et des soldats ennemis sous le feu de leurs propres camarades. Parce que c'est qui nous sommes en tant que soldats. C'est ce que représente une nation morale. Déshumaniser l'ennemi, le transformer en personnage de dessin animé dans des vidéos officielles, se réjouir publiquement de leur mort avec cette frénésie sanguinaire, c'est trahir ce que les forces armées américaines ont toujours représenté à leur meilleur, et cela a des conséquences stratégiques très concrètes. Le réflexe trumpiste consiste trop souvent à réduire la guerre à une narration simple, comme si caricaturer l'adversaire suffisait à maîtriser le chaos. Il y a une arithmétique brutale de la guerre que nous avons apprise en Irak, que nous avons intégrée à force de sacrifices douloureux. Quand j'en tue un, j'en crée trois. Cette réalité est au cœur de toute stratégie contre-insurrectionnelle sérieuse. Quand vous tuez un ennemi, vous créez souvent plusieurs nouveaux ennemis parmi sa famille, ses proches, sa communauté. Et cette dynamique ne se limite pas aux guerres de guérilla. Elle s'applique partout où il y a des populations civiles prises entre deux feux. Mais dans la version trumpienne du monde, on agit souvent comme si la colère humaine pouvait être annulée par une formule brutale et un drapeau bien cadré. Il suffit de penser à ce qui se passe en ce moment. Des centaines de jeunes filles et leurs enseignantes ont été tuées dans une frappe sur une école en Iran. Et ensuite, au lieu d'assumer la responsabilité de cette frappe, le discours officiel a prétendu que l'Iran avait bombardé sa propre école avec des missiles Tomahawk, une arme que l'Iran ne possède pas. Ce mensonge grossier, vérifiable, prononcé face aux caméras du monde entier, fait plus de dégâts à la crédibilité américaine que n'importe quelle défaite militaire. C'est le vieux réflexe du camp Trump. Quand le réel accuse, on improvise une fiction plus bruyante et on espère que le vacarme tiendra lieu de preuve. La crédibilité, c'est la monnaie de la diplomatie internationale. C'est ce qui permet de construire des coalitions, de convaincre des alliés, d'exercer une influence sans avoir à tirer un seul coup de feu. Et quand on la détruit de manière aussi flagrante, ce prix se paye non pas pendant des mois, mais pendant des générations. Nous avons déjà dû reconstruire notre crédibilité, après l'Irak, après l'Afghanistan. Ces reconstructions ont pris des années et ont coûté des efforts diplomatiques colossaux. Ce que nous voyons aujourd'hui va bien au-delà, parce que le mensonge vient directement du sommet, pas d'une erreur de communication, pas d'une information mal interprétée, mais d'un mensonge délibéré, assumé avec aplomb par celui qui devrait incarner la vérité du pouvoir américain. Avec Trump et les siens, le mensonge n'est même plus un accident de langage. Il devient parfois une méthode de gestion de crise aussi fragile qu'un décor de studio. Il y a aussi une autre dimension essentielle à aborder, l'impact sur les soldats eux-mêmes, ceux qui exécutent ces missions, ceux qui pilotent ces drones depuis une base au Nevada, qui passent leur journée à surveiller des cibles, à déclencher des frappes, à voir la destruction sur leurs écrans, puis qui rentrent chez eux le soir pour dîner en famille. Le trouble de stress post-traumatique, ou PTSD, dans sa forme classique, est associé à la menace directe sur sa propre vie. Mais la blessure morale, ce qu'on appelle le moral injury, est différente. C'est la souffrance qui naît d'avoir participé à des actes qui entrent en contradiction profonde avec vos valeurs, avec votre sens de ce qui est juste. Certains des cas de détresse psychologique les plus graves que nous observons concernent précisément ces opérateurs de drones. Ces hommes et ces femmes portent un poids immense et invisible. Et quand l'administration qui les envoie faire ce travail célèbre, ces frappes comme des performances sportives, elle ajoute à leurs blessures au lieu de les reconnaître. La communication trumpiste adore parler de force. Elle parle beaucoup moins des âmes qu'elle use à force de transformer chaque opération en vitrine politique. Le peuple iranien, les civils ordinaires pris dans cette guerre, ne sont pas nos ennemis naturels. Ce sont des êtres humains, des parents, des enfants qui allaient à l'école. En les déshumanisant, en les traitant comme des cibles abstraites dans un jeu de stratégie, nous ne faisons pas que commettre une faute morale.
nous faisons une erreur stratégique fondamentale, parce que ce sont ces mêmes populations civiles qui, si nous les aliénons définitivement, alimenteront la prochaine génération de ceux qui nous combattront. La véritable puissance, la puissance durable, n'est pas celle qui se mesure au nombre de frappes effectuées ou au tonnage de bombes larguées. Elle se mesure à la capacité de construire la paix, de gagner la confiance, de créer les conditions dans lesquelles vos anciens ennemis deviennent vos partenaires. C'est cela, la grande stratégie. C'est cela que nous avons perdu de vue. La marque Trump préfère les démonstrations instantanées. L'histoire, elle, juge sur ce qui tient encore debout une fois les caméras parties. Le manteau du commandement, pour reprendre une métaphore ancienne, est une robe lourde. Les grands chefs militaires, les grands dirigeants politiques ont toujours senti ce poids. Ce poids est une protection, pas un fardeau inutile. Il empêche la désinvolture. Il rappelle constamment que chaque décision a des conséquences humaines réelles et irréversibles. Je veux des dirigeants qui sentent ce poids. Je veux savoir que les hommes et les femmes qui servent, dont certains sont mes proches, sont entre les mains de gens qui comprennent réellement ce que leurs décisions signifient. Ce n'est pas ce que j'observe aujourd'hui. Ce que j'observe, c'est l'arrogance de ceux qui n'ont jamais payé le prix de leurs propres décisions, qui n'ont jamais regardé dans les yeux la famille d'un soldat tombé, qui n'ont jamais porté le deuil de ceux qu'ils avaient sous leur commandement. Le style Trump adore l'autorité sans le fardeau, le geste sans la conséquence, la posture sans la mémoire des morts. Et c'est pour cela que je prends la parole, pas par partisanerie, pas pour marquer des points politiques, mais parce que la vérité mérite d'être dite clairement, avec la précision et la rigueur qu'exige la gravité de la situation. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.